Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Près de 3 milliards d'euros de dette publique, des taux d'intérêt nuls il y a 3 ans qui atteignent aujourd'hui près de 3%. Deux chiffres, deux données qui montrent que nous sommes entrés dans un monde nouveau sur le plan budgétaire. Du quoi qu'il en coûte à tout cela nous coûte. Le gouvernement a présenté jeudi dernier le programme de stabilité de la France pour présenter son nouveau cadre macroéconomique et financier. Alors, quelle menace ce niveau de dette fait-il peser sur notre souveraineté ? La réduction de la dépense doit-elle devenir une priorité ? Et comment se désendetter tout en préparant l'avenir? Pour en parler ce matin, je reçois deux invités. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Et à vos côtés, François Ekal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien magistrat à la Cour des comptes, président de FIPECO, une association d'information sur les finances publiques. Alors, on l'a dit, la dette publique française a atteint 2 950 milliards d'euros fin 2022, soit près de 3 000 milliards. C'est rapporté au PIB à 111,6% du PIB français selon l'INSEE. Et si le seuil symbolique des 3 000 milliards n'a pas encore été franchi, donc on s'en rapproche effectivement très très dangereusement. Éric Heyer, comment est-ce que vous considérez cette donnée, cette tendance? Est-ce que pour vous c'est une menace ou c'est un détail? Je pense que le niveau, c'est vrai que les chiffres sont un peu impressionnants, mais le niveau, en fait, importe peu, quelque part. La vraie question, c'est à quoi cela a-t-il servi de s'endetter de façon considérable. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, on nous avait expliqué qu'à 60 points de dette publique, on était au bord de la faillite. Et puis, il y a eu la crise des subprimes. Donc, on est passé de 60 à 90 points de PIB. Et puis, là, on voulait commencer à se désendetter. Puis, il y a eu la crise Covid et on est monté à 114 points de PIB. Là, on redescend très, très légèrement à 111. Mais vous voyez, la question, c'est si on ne s'était pas endetté, où on en serait aujourd'hui? À quoi cela sert, en fait? Il y a un économiste qui s'appelle Joseph Stiglitz, très connu, un prix Nobel, qui nous disait... Américain. Quel est le capital missing? Qu'est-ce qui manquerait si on s'était pas endetté? Et là, typiquement, pendant la crise Covid, il faut quand même le rappeler, on a sauvé le tissu productif, on a sauvé aussi le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages avec l'activité partielle. Donc, la question, c'est maintenant qu'on a sauvé ce tissu productif ou qu'on a investi dans les années précédentes dans les infrastructures, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc en gros, est-ce qu'il y a en face de ce passif que vous avez montré, 3 000 milliards, est-ce qu'il y a des actifs soit qui appartiennent à l'État, soit qui appartiennent au tissu productif? Et donc c'est plutôt cela, c'est l'efficacité en fait de cette dette publique. Est-ce qu'on en a fait quelque chose d'intéressant? Et est-ce que dans l'avenir, ça peut être un instrument intéressant, la dette publique? Parce que ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est pas un objectif, la dette publique, c'est un instrument. On doit avoir d'autres objectifs de politique économique. Et est-ce que la dette publique peut être un instrument intéressant? Vous voyez, pour les retraites, c'est sans doute pas intéressant d'utiliser la dette publique pour financer les retraites. En revanche, pour un certain nombre de défis dans l'avenir, la dette publique peut être un instrument. Donc, vous voyez, le juge de paix, c'est un peu les taux d'intérêt auxquels on lève sur les marchés financiers. Est-ce qu'on a encore des marges de manœuvre? On va revenir sur les taux d'intérêt, Éric Heyer, évidemment, mais on pourrait vous rétorquer, on pourrait vous dire, effectivement, cette dette a considérablement augmenté pour faire face à la crise sanitaire, pour faire face aussi à la crise énergétique. Mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas un peu contraint dans nos choix budgétaires, dans notre façon de régler nos politiques publiques? Sans doute. Non, mais sans doute que, globalement, on l'a fait pour sauver du tissu productif, pourquoi pas. Pour sauver du pouvoir d'achat des ménages, c'est plus discutable. Effectivement, est-ce qu'on doit faire peser aux générations futures le maintien du pouvoir d'achat des générations d'aujourd'hui? Donc là se pose la question du désendettement progressif et sur qui va porter ce désendettement. Et donc, voyez, vous pouvez utiliser soit l'arme fiscale si vous voulez toucher les ménages aisés, soit la réduction de la dépense publique si vous voulez toucher la classe moyenne. Vous voyez, ça doit être un mix des deux. Bon, moi, j'ai ma petite idée de ce qu'on vous ferait faire, mais voilà, il faudra qu'on nous explique qui va maintenant financer la partie que l'on considère être non finançable par de la dette publique et quel instrument va être utilisé dans le quinquennat à venir. François Ekal, 3 000 milliards de dette publique, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, on a eu raison de s'endetter pendant la crise, comme l'a dit Éric. C'est une des raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Bon, on était déjà à un niveau très élevé avant, mais on a grimpé une marche supplémentaire en 2020-2021 et c'était parfaitement justifié. Et c'était possible, et c'est toujours possible, parce que la Banque Centrale Européenne achetait, à cette époque, pour des montants considérables, les titres émis par les États de la zone
zone euro, les obligations émises par les États. Et donc, ça nous a permis de nous endetter très facilement. Le problème aujourd'hui, c'est que la BCE arrête. Donc aujourd'hui, on revient sur les marchés financiers pour s'endetter. Et donc, il faut montrer à nos créanciers qu'on est capable de contrôler la dette. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément la réduire par rapport, mais au moins montrer qu'elle n'augmente pas de manière incontrôlée. Voilà, elle peut augmenter dans les périodes de crise parce que c'est nécessaire, mais en période normale, il faut montrer qu'on est capable au moins de la stabiliser ou de la réduire. Sinon, le risque un jour, c'est qu'ils prennent peur et qu'à ce moment-là, on commence par voir les taux d'intérêt monter très fortement, bien plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Puis il y a un moment où, comme pour une entreprise, les créanciers se disent je vais finir par arrêter. Alors, à ce moment-là, tout dépend de ce que va faire la Banque centrale. On l'a vu au Royaume-Uni à l'automne dernier. La Banque centrale est intervenue, mais il a fallu changer de politique économique aussi. Vous évoquez, François Écal, les marchés financiers. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils observent exactement, ces marchés, sur le plan de la dette et du déficit ? On ne sait jamais très bien ce qu'ils regardent exactement. C'est jamais très clair. Voilà. Si on le savait, ils regardent l'évolution de la dette. Ils regardent apparemment on est capable de la maîtriser ou de pas la maîtriser. Ils regardent ce que disait Eric, c'est-à-dire qu'est-ce que finance la dette. Est-ce que c'est plutôt des dépenses qu'on peut considérer comme des dépenses d'avenir qui vont permettre d'avoir une croissance plus tard, ou est-ce que c'est les retraites, en effet, ce qui ne sont pas vraiment des dépenses d'avenir. Donc, ils regardent un petit peu tout ça. Ils regardent la solidité des institutions d'un pays aussi. Ils regardent si le pays est stable politiquement, s'il n'y a pas des risques politiques qui feront que tout d'un coup, on se mettra à avoir une politique économique totalement délirante. Donc, il y a tout un mix de choses. C'est pour ça que on ne sait pas quand une crise arrive. On ne peut pas le prévoir à l'avance parce qu'en effet, ça dépend de multiples paramètres qui dépendent de chaque pays et de chaque période. Est-ce que le niveau de dette publique en tant que tel, d'une façon isolée, compte pour les marchés et même plus largement? On cite toujours l'exemple du Japon qui a une dette de 264% de son PIB. Oui, mais regardez, dans le cas du Japon, le Japon a une autre caractéristique qui est qu'il y a une épargne gigantesque au Japon qui lui permet d'avoir des excédents extérieurs et qui lui permet en fait non seulement de pouvoir financer son propre déficit et sa dette publique, mais aussi celle des autres pays, celle des États-Unis. Les pays européens, l'Espagne par exemple en 2012 avait des finances publiques beaucoup plus saines que le Japon, une dette publique qui était de 60% du PIB à peu près. L'Espagne, les marchés tout d'un coup ont eu peur de la situation espagnole, mais l'Espagne était dans la situation en termes de compte extérieur à l'inverse du Japon, c'est-à-dire était très endettée vis-à-vis de l'extérieur, et tout d'un coup ce sont ces créanciers extérieurs qui se sont retirés, qui ont eu peur, etc. Vous voyez, donc ça dépend de ce paramètre-là, par exemple, le fait d'avoir des échanges extérieurs équilibrés, excédentaires ou déficitaires, par exemple, est très important. Ça explique que pour le Japon, ça soit très facile. Éric Heyer, est-ce qu'au fond, le danger véritable, c'est pas tant le niveau de la dette en tant que tel, son montant général, que les taux d'intérêt qui, eux, augmentent, les taux d'intérêt qui nous permettent justement d'emprunter? Ils étaient environ à 0% il y a 2-3 ans, ils sont aujourd'hui à 3%. Si, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous voyez, la dette, on peut la rouler. C'est-à-dire qu'on peut se la passer de génération en génération. Donc, on n'est pas obligé de la payer en tant que telle. C'est-à-dire qu'il faut la payer. C'est-à-dire que si vous avez prêté de l'argent à l'État à 10 ans, au bout de 10 ans, il faut pouvoir vous le rembourser. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va la racheter. Donc, on peut se la rouler de génération en génération. On emprunte toujours pour régler ce qu'on doit. Voilà, exactement. Sauf qu'il y a un poste que l'on ne peut pas rouler, c'est justement le paiement des intérêts. Et donc, c'est ça un peu qui rend la dette soutenable ou pas soutenable. C'est combien nous coûte la dette chaque année. C'est les intérêts que l'on paye sur la dette. La charge de la dette. La charge de la dette. Et ça, on est obligé de la régler. Alors, vous voyez, ça représentait plus de 3,4 points de PIB dans les années 90, alors que la dette était à 60. Et puis, avec une dette qui a été multipliée par 2, ça a été divisé quasiment par 3, ce poids de la dette, parce que les taux d'intérêt ont effectivement, comme vous l'avez dit, extrêmement baissé. On est même passé en terrain négatif. C'est-à-dire qu'en 2021, vous voyez, dans le monde entier, il y avait 17 000 milliards de dollars d'argent privé qui allaient se loger dans les taux négatifs de dette publique. Ça nous rapportait d'emprunter.
Et alors, exactement, c'est-à-dire que vous payez pour avoir le droit, l'honneur, le privilège de prêter aux États, et notamment l'État français pouvait lever jusqu'à 10 ans à des taux négatifs, ce que vous pouvez lever aussi à 6 mois, 1 an, etc. Donc ça c'est incroyable. Alors effectivement, il y a un petit calcul. Alors c'est pas parce que les taux d'intérêt aujourd'hui remontent à 10 ans, ils sont aux alentours de 3, que la charge d'intérêt va être de 3 points de PIB, parce qu'en gros, il y a une maturité de la dette, c'est-à-dire en gros, globalement, elle est de 8 ans et demi. C'est-à-dire que dans notre dette aujourd'hui, on a des emprunts d'il y a 8 ans et demi avec des taux qui sont un peu différents. Donc, c'est un gros paquebot qui tourne tout doucement. Mais dit autrement, si on est à 3 aujourd'hui, pour qu'il y ait 3 points de PIB, il faut qu'on reste à 3 pendant à peu près 8 ans et demi. Hein. C'est ça que ça veut dire. Bon, et donc, il y a un petit calcul assez simple pour savoir quand est-ce qu'on n'a plus de marge de manœuvre et quand est-ce que les taux sont trop importants. C'est lorsque ce taux d'intérêt est égal à la croissance de votre économie. C'est le fameux G-R, R étant le taux d'intérêt, G étant le taux de croissance. Alors, tant que le R est en dessous, donc le taux d'intérêt en dessous de la croissance économique en nominal, c'est-à-dire croissance plus inflation, en fait, on a des petites marges de manœuvre, d'accord ? Et quand on passe au-dessus, c'est là où on n'a plus de marge de manœuvre, et là, l'austérité, en tout cas la rigueur, est obligatoire, sinon il y a un emballement de la dette, et la dette augmente pour ces raisons-là, et donc ça, on essaie de l'éviter. On n'en est pas encore là. Hein. On a encore un G-R positif, donc on a des petites marges de manœuvre, ça veut dire qu'il ne faut pas les gaspiller, hein, mais on a des marges de manœuvre, et la dette est, de ce point de vue-là, soutenable. Bon, alors quand on regarde le programme de stabilité envoyé... Présenté jeudi dernier par le gouvernement. Jeudi dernier, le gouvernement anticipe que ces marges de manœuvre vont être de plus en plus faibles, et qu'à la fin du quinquennat, il n'y en aura plus beaucoup, en tout cas dans le très court terme. Bon, voilà, je pense qu'ils sont un peu pessimistes de ce point de vue-là, mais peut-être qu'il vaut mieux être pessimiste lorsqu'on présente un PESA pour avoir des bonnes nouvelles. Bon, alors moi, je vais tenter de dramatiser les choses pour que vous puissiez me contredire, François Ekal. Un relèvement des taux de 1%, des taux d'intérêt de 1%, alourdit la charge d'intérêt de 2 à 3 milliards d'euros. C'est quand même considérable. Et l'autre donnée importante, c'est qu'en 2027, on estime que le premier poste budgétaire de l'État, ce serait le remboursement de cette dette-là. On est quand même dans des marges de manœuvre extrêmement contraintes en termes de politique publique. Alors, une hausse, c'est une hausse des taux d'intérêt qui est maintenue chaque année de tous les taux d'intérêt. Au bout d'une dizaine d'années, ça fait un peu plus de 30 milliards, en fait. Et donc, en effet, probablement, si on suppose que les taux d'intérêt actuels sont maintenus, ce qui est une hypothèse, en effet, ça va conduire à une charge d'intérêt très importante. Mais, en fait, moi, je vais relativiser un peu l'importance de la charge d'intérêt. Allez-y. Même si vous avez des taux d'intérêt qui sont très faibles, et même s'ils restent inférieurs au taux de croissance du PIB en valeur, si par ailleurs vous avez des dépenses publiques qui augmentent beaucoup plus vite que vos recettes, parce que vous faites plein de dépenses dans tous les sens, etc., vous avez un déficit qui s'accroît, votre dette, elle peut exploser. Hein. Donc... Éric Heyer a raison de dire que c'est beaucoup plus difficile, en effet, lorsque le taux d'intérêt est plus élevé et supérieur au taux de croissance du PIB en valeur, mais c'est pas une condition suffisante. Enfin, c'est pas la seule condition. Hein. Si par ailleurs vous faites n'importe quoi, vous pouvez avoir quand même une dette qui explose. Donc, il faut pas se polariser. Moi, quand les taux d'intérêt étaient très faibles, je disais attention, vous pouvez avoir des taux d'intérêt très faibles et une dette qui explose. Donc, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Je change pas de discours. Je dis, il n'y a pas que les taux d'intérêt, il y a aussi toutes les autres. Il n'y a pas que la charge d'intérêt, il y a aussi toutes les autres dépenses. Dans ce paysage économique et financier, il y a quand même une bonne nouvelle relative, c'est l'inflation, Éric Heyer, qui diminue. Vous nous expliquerez comment, par quel mécanisme la dette. Est-ce que au fond, on peut aussi s'appuyer là-dessus pour espérer que tout n'explose pas, si je puis dire? C'est sûr que pour se désendetter, vous voyez, soit vous faites des cures d'austérité, et on sait que quand on fait des cures d'austérité, surtout lorsque la crise n'est pas encore complètement achevée, que la politique monétaire ne nous aide pas, c'est-à-dire que les banques centrales réaugmentent les taux et que les partenaires font la même chose, on sait, avec l'épisode 2011-2014, que c'est pas très efficace parce que ça provoque une récession et donc moins de recettes. Donc quand vous voulez vous désendetter, l'austérité, c'est bien, c'est possible, c'est une possibilité, mais il faut la faire seule quand la crise est terminée et
avec l'aide des banques centrales. Donc c'est important. Donc quelle est la deuxième possibilité ? La deuxième possibilité, c'est en partie laisser l'inflation gagner en fait et rogner la dette publique. C'est une autre façon de se désendetter. Rappelez-nous comment ça fonctionne. Alors, parce que c'est globalement, pas forcément très d'un point de intuitif. vue purement statistique, vous voyez, c'est la dette sur le PIB, d'accord ? Donc si le PIB augmente parce que l'inflation augmente, d'accord, votre ratio va diminuer tout seul. Et puis ensuite, en fait, globalement, ça impacte plus les recettes que les dépenses. Donc ça augmente un peu plus vos recettes que vos dépenses. Et donc ça peut rogner, en gros, ce que nous dit la Cour des comptes, justement, c'est qu'un point d'inflation, ça vous permet 0,2 de déficit en moins. Donc vous voyez, ça vous permet petit à petit de rogner. Mais attention, quelque part, c'est de l'austérité dans le sens où c'est un impôt déguisé. L'inflation, c'est un impôt déguisé Qui frappe durement les ménages. Qui frappe, alors certains ménages, oui, c'est toujours pareil, ça frappe les ménages qui ont prêté l'argent. C'est-à-dire, le ménage endetté, c'est comme l'État, finalement, il y gagne s'il est à taux fixe, c'est le ménage qui a prêté. Donc, c'est un impôt sur de l'épargne qui s'est figé dans des livrets A, mettons, où l'inflation, où les taux d'intérêt sont plus faibles que l'inflation, on n'indexe pas, et donc, quelque part, vous voyez, l'austérité, c'est on peut baisser les dépenses ou augmenter les impôts. L'inflation, c'est un impôt tout de même sur certains ménages. Donc, il faut y faire attention parce que généralement, c'est des ménages plutôt modestes qui payent cet impôt supplémentaire. Mais oui, ça peut aider quelque part les États à se désendetter. Bon, mais il faut le prendre vraiment avec... D'abord, l'inflation, on peut espérer qu'elle ne soit pas durable et pas suffisamment durable pour se dire c'est comme ça qu'on va se débarrasser de la dette. Ça peut aider à très court terme, mais ce n'est pas quand même la solution à moyen terme. François Heckel, sur le sujet de l'inflation, est-ce qu'on peut s'appuyer sur elle, au fond, même un temps, pour se désendetter ? Alors, l'inflation est toujours favorable aux agents endettés, les États comme les autres. Parce qu'en effet, notamment dans des pays où les taux d'intérêt sont fixes. Et c'est le cas des intérêts de la France, les met pour l'essentiel à des taux fixes. Donc, dans ces conditions-là, en effet, la charge d'intérêt n'évolue que très lentement. Et donc, les recettes publiques augmentent à peu près comme l'inflation. Les dépenses publiques finissent par rejoindre et augmenter comme l'inflation, mais avec un certain retard. Les prestations sociales, par exemple, sont indexées, mais elles sont indexées avec retard. Donc, dans un premier temps, c'est favorable. Ça permet de réduire le déficit, de réduire la dette. Après, ça devient moins favorable quand les taux d'intérêt remontent. Si les taux d'intérêt augmentent autant que le taux d'inflation, finalement, ça ne change pas grand-chose, mais à long terme. Parce que, comme on l'a dit, la charge d'intérêt, elle ne remonte que très progressivement. On a une maturité moyenne de la dette de 8 ans. Donc, il faut 8 ans pour que c'est un plein effet. La hausse des taux d'intérêt ait son plein effet. Donc, au bout d'un certain temps, finalement, l'inflation ne sert plus à grand-chose. Et puis, l'inflation peut aussi ne pas avoir d'effet favorable sur les finances publiques. Si vous prenez des mesures budgétaires, parce que vous voulez limiter les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages, vous dépensez beaucoup pour lutter contre l'inflation. À ce moment-là, ça n'a pas forcément un effet très favorable sur les finances publiques. Donc, voilà. Donc, c'est pas l'inflation, oui, ça a un effet favorable à court terme, mais le problème, c'est que, comme le disait Eric, aussi, l'inflation, c'est pas terrible pour beaucoup de gens, parce que leurs revenus ne sont pas indexés, et donc c'est une sorte d'impôt, et donc à un moment, il faut faire de la désinflation. Et la désinflation, ça a l'effet inverse de l'inflation. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile de gérer les finances publiques dans une période de désinflation que dans une période d'inflation. Donc c'est un euphorisant à court moyen terme, c'est très bien, mais à long terme, c'est pas la bonne solution, l'inflation. L'inflation comme un euphorisant, et puis on va revenir dans une deuxième partie à partir de 8h15, justement. On va revenir sur la façon dont le gouvernement pourra organiser ce désendettement et la façon surtout dont les choix de politique publique pourront ou non être contraints. On en discutera avec Éric Heyer. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, et avec François Heckel, vous êtes ancien magistrat de la Cour des comptes, président de FIPECO, une association d'information sur les finances publiques. Vous écoutez France Culture, merci beaucoup d'entamer votre journée avec nous. Il est 8h. 7h, 9h.
Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Suite de notre discussion sur les finances publiques de la France avec Éric Heyer, économiste directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, et François Hecal, ancien magistrat à la Cour des comptes, président de FIPECO, une association d'information sur les finances publiques. François Hecal, en réaction au biais politique de Jean Lémarie, est-ce qu'au fond, on entre effectivement dans une nouvelle ère budgétaire qui contraint le gouvernement à tout revoir, tout repenser, même ses prévisions et son programme ? Alors, je pense qu'il faut arriver à contrôler l'évolution de la dette publique. Donc, ce qui veut dire quand même, sans la réduire forcément beaucoup, mais arriver au moins à la stabiliser, la réduire un peu, ce qui veut dire quand même réduire le déficit public. Réduire les déficits publics, l'idéal, ça serait de le faire. On a éliminé la solution inflation tout à l'heure. Donc, l'idéal, ça serait de le faire grâce à une croissance plus forte. C'est pas évident. Je signale quand même qu'il y a une mesure qui permet de redresser les finances publiques tout en permettant d'avoir une croissance plus forte. Ça s'appelle le recul de l'âge de départ à la retraite. Parce que ça vous permet d'augmenter la population active et à terme, ça permet d'augmenter l'emploi, d'augmenter la croissance, d'avoir plus de recettes publiques, non seulement pour les caisses de retraite, mais aussi pour l'État, les collectivités locales, etc. Donc, et pourtant, le gouvernement a assez peu justifié la réforme avec cet argument. Et il a peut-être eu tort. Mais, enfin, moi, en tout cas, je l'ai toujours justifié comme ça. Donc, après, alors bon, ça c'est fait. Après, la question, c'est en effet, est-ce qu'on joue sur les dépenses ou est-ce qu'on joue sur les recettes ? Il y a les deux solutions. Jouer sur les recettes, la France l'a souvent fait dans le passé. Le résultat, c'est que nous sommes aujourd'hui le pays de l'OCDE qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé avec le Danemark. On peut encore augmenter les impôts. On ne sait pas quelle est la limite, mais je pense que si on a des taux d'imposition beaucoup plus élevés que ceux de nos partenaires et concurrents, on finit par avoir des problèmes de compétitivité, d'attractivité du territoire, et donc on prend des risques. Donc je préfère quand même qu'on joue plutôt sur les dépenses. Alors, on peut ne pas augmenter, enfin, je pense qu'il ne faudrait pas trop augmenter les impôts. On n'est pas obligé non plus de les baisser. J'ai toujours dit que les baisses d'impôts qui sont annoncées, qui ont déjà été faites par le gouvernement, n'étaient peut-être pas très opportunes. J'ai toujours dit que les impôts sur la production, certes, ça a des effets sur la compétitivité des entreprises, mais avant de les baisser, on aurait peut-être pu attendre qu'on ait réussi à faire ce qu'on a l'intention de faire sur les dépenses. Donc, voilà. Une question de Jean Lémarie. Sur la partie recettes, sur les impôts, est-ce que le débat aujourd'hui, et peut-être dans les prochaines semaines, n'est pas tant d'ailleurs sur le niveau des impôts que sur le rééquilibrage à l'intérieur des impôts ? Qui paye quoi ? Capital, travail, vieux débat, mais il est là visiblement au sein de la majorité. Éric Heyer. Oui, alors je pense que oui, effectivement, il y a plusieurs débats. Il y a d'abord, effectivement, mais je vais quand même revenir sur la réforme des retraites, juste une petite parenthèse, c'est que je pense que la solution, c'était d'augmenter les taux d'emploi. Oui, augmenter les taux d'emploi, ça permet ce que vient de dire François Hecal. Est-ce qu'il faut le faire par l'allongement de l'âge de départ à la retraite ? Ça, c'est une autre idée. Je pense qu'ils ont mis la réforme à l'envers. On doit commencer à réfléchir pourquoi les taux d'emploi sont aussi faibles. C'est pas forcément parce qu'on a l'âge de départ à la retraite plus élevé. Il faut dire pourquoi on ne s'épanouit pas au travail, pourquoi le salarié veut partir et l'employeur veut se débarrasser. Donc je pense que oui, c'est une solution, mais regardons plutôt, faisons une belle réforme du travail qui permet aux gens de s'épanouir au travail. C'est vraiment une parenthèse, mais c'est vrai que c'est ça la solution. En augmentant les taux d'emploi, vous n'avez aucun problème pour financer vos retraites et ça vous finance d'autres dépenses. Ensuite, et d'ailleurs, je me permets de vous couper, mais le retour au plein emploi, c'est une donnée déterminante dans le programme de stabilité du gouvernement. C'est vrai, vous avez raison de le dire. Alors après, il y a plein emploi et plein emploi. Vous voyez, si vous créez des emplois à quelques heures et à quelques euros, vous n'avez pas réglé grand-chose. Donc il faudrait aussi un emploi de qualité. Il y a la question de la qualité de l'emploi, mais ça fait partie du chemin tracé par le gouvernement. Vous avez raison. Alors ensuite... oui, effectivement, on a des taux de prélèvement obligatoires plus élevés, plus que des taux d'imposition. Parce que vraiment, en taux d'imposition, c'est pas complètement vrai qu'on a des taux d'imposition très élevés. On a des taux de prélèvement obligatoires et c'est plutôt nos cotisations qui sont élevées. Et je pense qu'aujourd'hui, l'arme d'augmenter les impôts peut être une solution à court terme. Pourquoi ? Il faut quand même rappeler que si la dette a franchement augmenté ces 3 dernières années, c'est parce que des dépenses exceptionnelles ont été faites. C'est le quoi qu'il en coûte pendant Covid, c'est aussi les boucliers tarifaires et
tout le monde en a bénéficié, y compris les ménages très aisés du haut de la distribution. Vous voyez, les 30 centimes de réduction, vous les aviez pour quel que soit votre revenu, tous les boucliers tarifaires également, et le quoi qu'il en coûte. Il est normal, du coup, que tout le monde participe au financement de ces boucliers qui ont coûté, en gros, à peu près 15 points de PIB. Se dire qu'on va le faire que par la dépense publique, ça veut dire qu'en gros, allez, je caricature un peu, mais que les ménages aisés ne vont pas y participer. Bon, je ne crois pas aujourd'hui, compte tenu du contexte social, que ce message puisse passer. Il faut dire tout le monde va être mis à contribution et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les impôts. Alors, peut-être que transitoirement, il faudrait se dire, comme on a fait un quoi qu'il en coûte qui était transitoire, eh ben, il va falloir faire un impôt transitoire. Il faut l'appeler du nom d'Ukraine ou de Covid pour qu'on se souvienne pourquoi on l'a mis en place. Mais je pense que oui, il va falloir utiliser l'arme fiscale un temps. En tout cas, pas de façon structurelle, pour financer ces dépenses qui n'étaient pas finançables par de la dette. Donc oui, il faut l'utiliser, donc il ne faut pas toucher aux cotisations, bien entendu, potentiellement. Enfin, après, on peut y réfléchir structurellement. Mais voilà. Mais là, aujourd'hui, le gouvernement nous dit très clairement, dans son programme de stabilité, il y a 4 points de PIB de dépenses publiques en moins et 1 point de prélèvement obligatoire en moins aussi. Je crois que c'est ambitieux et c'est pas tenable d'un point de vue social. On risque de retomber sur des crises sociales à répétition. Et attention, une crise sociale, la crise des Gilets jaunes nous indique que lorsqu'on y est, dans ces crises sociales, ça nous coûte plus cher que les économies qu'on comptait faire. Donc attention, d'un point de vue budgétaire, c'est sans doute pas la bonne solution. François Heckel, on l'a entendu, vous prêchez, vous, plutôt pour la réduction de la dépense publique, mais se pose toujours une question quand on avance cet argument-là. Au fond, qu'est-ce qu'on coupe? Où est-ce qu'on coupe? Quand on regarde un peu l'histoire économique et financière récente, quand on fait une revue des finances publiques et où est-ce qu'on doit couper, diminuer, etc., d'abord, c'est toujours un peu décevant et ensuite, c'est toujours très, très coûteux politiquement. Ah, c'est très coûteux politiquement, je le reconnais, hein, c'est très difficile, très coûteux politiquement, et donc je ne suis pas du tout sûr qu'en effet on y arrive là. Hein, donc, alors même sur ce premier point, où est-ce qu'il faudrait couper selon vous? Après, je dirais, même dans un secteur qu'on considère aujourd'hui comme prioritaire, où il y a insuffisamment de moyens, etc., la santé. Mais dans la santé, vous avez des problèmes de coordination partout, vous avez des doublons. Pourquoi est-ce qu'on fait les mêmes examens quand on est en médecine, quand on est en ville et ensuite à l'hôpital? Vous avez des dysfonctionnements dans tous les sens. Mais François Heckel, ça fait des années qu'on le dit, qu'on le diagnostique, et les gouvernements y travaillent d'arrache-pied, mais tout ne se conduit pas depuis Paris. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi, je pense en effet que le gouvernement n'arrivera probablement pas à grand-chose avec son exercice. Il a lancé, là, comme on vient de le dire, un exercice qu'on appelle de revue des dépenses publiques. C'est une très bonne idée, mais en France, on en a fait depuis, je veux dire, on peut remonter à l'avant-guerre, hein, dans les années 30, il y avait déjà des comités de la hache, etc., qui étaient supposés faire la même chose. Et plus récemment, la RGPP, la RGPP, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Là, le gouvernement vient de dire, en effet, dire au ministre, bon, chacun de son côté, trouvez-moi des idées pour arriver à réduire les dépenses de 5%. Les Hollandais c'est ce que moi j'appelle ça la méthode hollandaise. Les Hollandais l'ont fait dans les années 2010. Eux, ils ont demandé à chaque groupe de travail de trouver des économies pour faire 20% d'économies. C'est un peu plus ambitieux. L'idée étant de n'en retenir à la fin que 10%. Donc on est moins ambitieux, mais on le fera pas forcément. À mon avis, on ne le fera pas pour autant, parce que pour des raisons culturelles, politiques, parce que après 3 ans de quoi qu'il en coûte, en effet, on a l'impression que les milliards peuvent tomber comme ça du ciel sans aucune difficulté, et donc on voit pas pourquoi tout d'un coup on va faire des efforts pour quelques centaines de millions, 1 milliard ou 2 milliards sur une certaine dépense. Donc je crains en effet qu'on n'y arrive pas. Vous avez raison, mais je pense qu'il faut quand même essayer, parce que sinon, sinon on ne sait pas où on va. Je pense que les impôts, oui, on peut les redéployer. Peut-être que pour des raisons symboliques, en effet, on peut augmenter. On n'est pas obligé. Par exemple, le gouvernement prévoit une baisse des droits de succession. Bon, on ferait mieux. Enfin, je fais partie de ceux qui pensent que oui, on peut peut-être plutôt les augmenter au lieu de les baisser. Donc oui, il y a des choses à faire. Mais si on ne dit pas, comme le dit le gouvernement, on va
on va essayer quand même de faire quelque chose sur les dépenses publiques. Je crains que là, à ce moment-là, la porte soit ouverte à tous les dérapages en matière de dépenses publiques. Donc, ils n'y arriveront pas, mais au moins, ce discours permet de canaliser les choses. Et même lorsqu'on regarde les sondages, je prends pour exemple celui de l'IFOP, un baromètre de novembre 2002, le désendettement, au fond, ça paraît toujours comme étant l'avant-dernière, là en l'occurrence, priorité de l'opinion publique, Éric Heyer. Oui, c'est vrai qu'enfin, dans l'opinion publique, on n'a pas l'idée d'une faillite potentielle de l'État. C'est vrai que et que le quoi qu'il en coûte n'a pas du tout aidé, en tout cas, à prendre conscience que effectivement, il y a des limites à l'endettement et à ce qu'on doit laisser potentiellement aux générations futures, même si cette phrase doit être très relativisée. Vous voyez, ce qu'on laisse aux générations futures, si on investit, c'est aussi pour les générations exactement. futures. Donc il faudrait vraiment un peu de temps pour l'expliquer. Mais donc du coup, effectivement, ça ne marque pas. Et vous voyez, effectivement, se dire on va faire des réformes parce qu'on est au bord de la faillite. Bon, on nous l'a tellement vendu aussi. Il faut se souvenir, en 2007, un Premier ministre nous a dit je suis à la tête d'un État en faillite. On était à 63 points de PIB, de dette. Vous voyez, c'était François Fillon. C'était François Fillon. Maintenant, on est à 100, on était monté à 114, toujours pas de faillite. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Non, je pense qu'il y a quand même des pistes. Peut-être dans les pistes pour essayer de réduire la dépense publique, parce que vous voyez, moi je vous l'ai dit, je ne suis pas catastrophé, mais bon, bien entendu, il faut potentiellement pouvoir le faire. Alors, vous voyez, pourquoi la France dépense plus qu'ailleurs? Quels sont les postes? Globalement, bon, vous avez la retraite, effectivement, mais la retraite, est-ce que c'est vraiment de la dépense publique? Vous voyez, la retraite, c'est du transfert entre des actifs du privé salarié vers des inactifs du privé, c'est-à-dire ceux qui ont quitté leur emploi. Donc, je transfère. On appelle ça dépense publique, mais en fait, c'est pas le fonctionnaire que l'on paye. Ça coûte rien, c'est juste des transferts. Et en fait, on voit que la dépense publique, c'est énormément de transferts. Et c'est là où, effectivement, on fait plus de transferts qu'ailleurs. Ça nous permet aussi d'avoir des taux de pauvreté un peu plus faibles, ou alors même potentiellement des retraités qui sont plutôt bien lotis en France quand on se compare aux autres pays. Si j'enlève les transferts, là où on dépense le plus, en fait, finalement, il y a un petit poste qui s'appelle affaires économiques. C'est quoi? C'est toutes les niches fiscales. Et là, effectivement, on a à peu près 3 points de PIB de plus d'affaires économiques, de niches fiscales qu'ailleurs. Peut-être que là, et ça, la Cour des comptes a fait des rapports sur rapports, peut-être que c'est là où on pourrait un tout petit peu gratter, parce qu'il y a quelques niches fiscales qui sont absolument pas du tout efficaces. Vous pensez auxquelles, concrètement? Alors ça, vous voyez, la Cour des comptes, alors sans doute François Ecal est bien plus spécialiste que moi là-dessus. Il y a de mémoire 380 niches fiscales, enfin en tout cas c'est le gros. Et alors là, il y a des grosses niches qu'on connaît tous. C'est le crédit d'impôt recherche. D'ailleurs, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas un tout petit peu rendre plus efficace ce crédit d'impôt recherche? Il y avait le CICE, vous voyez, qu'on a transformé en baisse de cotisation. Mais après, vous avez tous les Robiens, vous avez tous les éléments de défiscalisation. Ça, je les connais pas mais il y en a tellement. Vous voyez, et c'est ce qu'on appelle les aides aux entreprises et aux ménages. Alors, c'est les aides aux entreprises, aux ménages, affaires économiques, d'accord. Et là, on peut se dire qu'il y en a tellement, vous voyez, même moi, je les connais pas toutes. Ça veut dire que c'est sans doute pas très démocratique quand vous connaissez pas toutes les niches fiscales. C'est-à-dire que les ménages, finalement, il y a que celui qui peut se payer l'avocat fiscaliste qui peut en bénéficier, d'accord, en déduisant du coup une grande partie de ses impôts. Ou alors, c'est les grandes entreprises. C'est pas les petites entreprises qui peuvent se retrouver dans ce maquis des niches fiscales. Donc, sans doute aller dans une simplification et sans doute enlever, et pas faire du rabot, c'est-à-dire enlever les niches fiscales qui sont complètement inefficaces. Ça peut être une solution pour essayer de rendre, d'abord de baisser les dépenses publiques. Alors certes, ça va faire augmenter les impôts, puisque c'est une baisse d'impôts un peu quelque part déguisée, mais ça, je pense que c'est efficace. Et après, il y a toutes les aides au logement, où on dépense un peu plus, et là, peut-être les rendre un peu plus efficaces, ça serait intéressant. François Ecal, vous êtes d'accord sur ce diagnostic, ces recommandations, niche fiscale d'un côté, aide au logement de l'autre? Si je prends l'exemple juste des niches fiscales, là aussi, j'ai l'impression qu'on en entend parler même depuis un moment, et surtout que certains ministres même des Finances en parlent, l'évoquent, mais au fond, ça avance assez peu là aussi, dans ce maquis des niches fiscales.
J'ai juste une réserve sur un point. Quand on parle du poste affaires économiques de la nomenclature d'Eurostat Strictement des budgétaire. dépenses publiques, en fait, il y a assez peu de niches fiscales dedans. Il y a des crédits d'impôt, mais ce qu'on y trouve surtout, c'est beaucoup de subventions et d'aides, hein, mais pas au sens niche fiscale. Bon, mais alors sur les C'est niches, les aides c'est les aides à la recherche, c'est les aides aux producteurs d'énergie renouvelable, c'est les aides à l'agriculture, c'est les aides à l'emploi, etc. Donc voilà. Donc, après, on peut discuter de ces aides, mais après, pour ce qui est des niches fiscales, en revanche, il est vrai que par ailleurs, on a effectivement pour 80 milliards d'euros à peu près, quasiment presque 500 en niches fiscales, dont un grand nombre probablement n'est pas efficace et pourrait être réduit ou supprimé. Mais le problème, c'est que derrière, comme disait un parlementaire, derrière chaque niche, il y a un chien qui aboie. Vous pourriez, par exemple, et je pense que le gouvernement a en tête, par exemple, de réduire des dépenses fiscales qu'on appelle des dépenses fiscales brunes, c'est-à-dire anti-environnementales. Dépenses fiscales anti-environnementales, typiquement, ce sont par exemple des taux réduits ou des exonérations de taxes sur les carburants, le gazole, utilisé par certaines professions. Alors là, vous allez tomber sur les agriculteurs, sur les chauffeurs de taxi, sur les poids lourds. Et donc, supprimer ces niches fiscales brunes, tous les gouvernements y ont pensé depuis déjà de très nombreuses années, et ils ont tous renoncé ou ils ont reporté cette mesure parce que chaque fois qu'ils envisagent de le faire, eh bien, on voit des blocages des routes. Voilà, donc ça se termine comme ça. Donc apparemment, là, ils ont l'intention de reprendre le sujet. Moi, je pense qu'ils ont raison parce que je pense que oui, en effet, ce sont des dépenses fiscales brunes. De manière générale, je n'aime pas trop les hausses d'impôts, mais je pense qu'augmenter une taxe carbone, c'était sans doute le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique. Donc, on peut commencer en effet par ne pas avoir ces dépenses fiscales brunes, mais je crains malheureusement que ça se termine comme ça s'est toujours terminé. C'est pour ça que je suis pessimiste. Voilà, quand le gouvernement dit je vais faire une revue des dépenses publiques, je pense qu'il a raison, il faut le faire, mais je suis assez pessimiste sur le résultat, exactement pour ce genre de raisons. Éric Heyer, est-ce que le niveau d'endettement actuel de la France, où on le rappelle 3 000 milliards d'euros, est-ce que c'est une anomalie dans le paysage mondial? Est-ce que tous les pays de l'OCDE ont suivi la même tendance, la même trajectoire? On se compare souvent à l'Allemagne. Alors est-ce que c'est l'Allemagne qui est une anomalie ou plutôt la France? Oui, alors là, pour se comparer, il ne faut plus parler en euros, il faut parler en points de PIB, parce qu'on n'a pas tout. Alors, c'est sûr que si on se compare à l'Allemagne, alors qu'on avait une dette publique qui progressait à peu près au même rythme, il y a eu une cassure en 2007, enfin en gros avec la crise des subprimes là. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un écart qui est gigantesque, on peut le dire, entre la France et l'Allemagne. Oui, en gros, on est à 115, on était à 114, on descend à 111. Eux, ils sont aux alentours de 80 et ils ont des projections où ils seraient aux alentours de 65, alors que nous, on resterait au-dessus de 100. Donc, il y a un écart significatif entre eux et nous. C'est ce qui fait qu'on est au-dessus de la moyenne de la zone euro, parce que l'Allemagne pèse beaucoup. Alors ensuite, on est comparable, même au-dessus de nous, vous avez des gros pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, enfin c'est quand même les gros pays du Sud, et quand vous regardez, les États-Unis ou le Royaume-Uni sont aussi aux alentours de 100 points de PIB, donc c'est plutôt l'Allemagne qui est un cas complètement isolé, ou l'Europe du Nord par rapport à la France. Alors ça, c'est quand on regarde la dette brute. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on regarde que le passif, mais est-ce qu'il y a des actifs en face? Là, on se rassure un peu plus, c'est-à-dire qu'on dispose de plus d'actifs, les administrations publiques, hein, État, collectivités locales, il y a plus de biens immobiliers, il y a plus de participation de l'État à des entreprises privées ou des entreprises publiques. Vous voyez, en gros, même ce que nous dit l'INSEE, c'est que l'administration, la France a plus d'actifs, les administrations publiques ont plus d'actifs que de passifs, ce qui est assez rare entre guillemets. Donc, vous voyez, en brut, allez, on est plutôt dans le haut, mais avec bien accompagné quand même, avec des gros pays comme les États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Espagne. Et il n'y a vraiment que l'Allemagne qui se différencie. En net, c'est-à-dire quand on prend, on se rassure. Et donc, c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi on est bien noté par les agences de notation. Vous voyez, on reste quand même le 7e, 8e meilleure notation dans le monde. Donc, ça veut bien dire qu'on a quelques atouts aussi. François Écal, quand on se compare en matière de dette publique, c'est plutôt rassurant, effectivement?
Moi, je ne dirais pas que c'est rassurant, hein. Moi, je suis très inquiet pour la zone euro quand je vois les dettes publiques. La Eurostat a publié vendredi le niveau des dettes publiques à fin 2022. Mhm. En fait, on a un groupe de 6 pays qui sont tous au sud, sauf la Belgique, qui ont une dette qui est supérieure à 105% du PIB. La Belgique est à 105. Et puis, vous avez tous les autres, hein, donc les 13 autres, qui ont une dette inférieure, elle, à, ça doit être 85% le maximum. Ils sont tous au nord, sauf Malte et Chypre, qui sont deux petits Ils pays. sont plutôt au sud. Oui, eux sont plutôt au sud, mais les autres sont tous au nord. Et là-dedans, vous en avez 6 ou 7 qui ont une dette inférieure à 60% du PIB, dont des gros. Hein, les Pays-Bas ont une dette qui est inférieure à 50% du PIB. Et les Allemands, ils étaient l'an dernier, alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'est au-dessous de 70. Hein, ils sont en train de se rapprocher des 60. Donc on a un gap entre les pays, écart, disons, du nord et du sud, et qui s'accroît avec le temps. Il y a 10 ans, avec l'Allemagne, on avait le même taux d'endettement entre la France et l'Allemagne. Et il diverge. Et Donc, pourquoi- cette divergence est quand même très inquiétante. Et quand on regarde, juste pour reprendre les dettes nettes, en fait, ça ne change pas fondamentalement grand-chose. Parce qu'effectivement, les dettes nettes, elles sont beaucoup plus faibles. On a des actifs. Mais quand on regarde l'évolution de ces actifs en France, ils diminuent. Enfin, je veux dire, la différence entre la dette et les actifs, la dette, des actifs nets, ils sont positifs, en effet, c'est vrai. Globalement, on a plus d'actifs que de dettes en France, mais ça diminue dans le temps et c'est pas plus élevé que dans les autres pays. Et ça vient essentiellement d'ailleurs du foncier. Ça vient l'essentiel de. Et pourquoi cet écart, François Ekal, cet écart qui se creuse entre les pays européens, vous inquiète pour la zone euro dans son ensemble ? Ça m'inquiète pour des raisons politiques, parce que je crains, moi, ce que je crains un jour, c'est qu'un parti populiste arrive au pouvoir dans un pays comme du nord de l'Europe, hein, mais qui peut être les Pays-Bas, hein, qui peut être un gros, sur le thème on en a marre de payer pour les retraites des gens du Sud, etc. Et moi, ce que je crains, c'est un éclatement de la zone euro un jour par sortie d'un pays du Nord. Et puis, une fois qu'il y en a un qui sera sorti, les autres risquent de suivre. Pas oublier que si les Anglais sont sortis de l'Union européenne, c'est en grande partie à cause après des discours du type on paye trop pour l'Europe. Hein. Donc ce genre de discours, ça peut porter. Alors, les élites dans ces pays ne le voudront pas. Je suis d'accord pour des tas de raisons géopolitiques. Ils tiennent à l'Union européenne, à la zone euro, etc. Mais je dirais le gilet jaune hollandais ou finlandais, etc. Je ne sais pas ce qui pourra. Enfin, j'ai peur qu'un jour, en effet, ils tiennent ce genre de raisonnement et que ça se termine comme ça. Éric Heyer, vous partagez cette inquiétude ? Alors non, mais c'est inquiétant parce qu'on partage la même monnaie, qu'on n'ait pas exactement les mêmes critères et les mêmes éléments en termes de finances publiques. Ça, je peux le partager. En revanche, vous voyez, enfin, dans les deux sens, effectivement, c'est inquiétant parce que si c'est pour aller vers plus d'austérité dans le sud, qui se porte déjà un peu plus mal que le nord, ça va accroître finalement. Il n'y a pas que la dette publique est importante, mais ça va accroître le niveau de vie entre le nord et le sud, et ça c'est pas possible non plus. Donc là, si le nord impose au sud une cure d'austérité, là c'est sûr qu'il y aura éclatement de la zone euro. Donc je pense que la solution, elle est bien vers un peu plus de mutualisation. Et vous voyez, on n'a pas abordé cette problématique-là. Il est possible qu'on réduise la dépense publique au niveau national, mais ça veut dire qu'il faudrait que ça soit l'Europe qui prenne le relais pour des grands enjeux comme la transition écologique, comme la réindustrialisation, la souveraineté médicale, la souveraineté que l'on recherche en Europe. Et donc, ça veut dire, oui, au niveau national, on réduit la dépense publique, mais c'est pris en relais par une dette européenne et on aille vers un peu plus de rebond. C'est la seule solution. Sinon, effectivement, c'est la sortie de la zone euro. C'est la seule solution, Éric Heyer, et dans le même temps, vous savez très très bien, et je pense à l'Allemagne en particulier, que nombre de pays européens y sont opposés. Oui, c'est vrai. Mais alors donc là, on voit bien qu'on est dans une impasse et donc dans cette incomplétude de la construction européenne où finalement on a créé une monnaie unique mais sans mettre un État en face. Et on a même fait pire. Maintenant, on a 20 États sans monnaie. Donc on a une monnaie sans État, 20 États sans monnaie. C'est pas tenable. Donc, soit on va vers plus d'États face à la monnaie européenne, et donc on crée une sorte de Next Generation EU, mais fois 3 ou fois 4. Soit, effectivement, il va y avoir, on va redonner la monnaie à chacun des États, mais ça, c'est la fin de la construction européenne, et c'est la fin de la zone euro, et ça, on va vers des dégâts très importants si on y va.
Eh ben, on finit pas de manière très très optimiste ce matin, mais merci quand même beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de finances publiques et d'être venus nous expliquer les risques que la dette publique pouvait faire porter sur notre autonomie, notre souveraineté, nos choix budgétaires. Éric Heyer, je rappelle que vous êtes économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. François Heckel, ancien magistrat à la Cour des comptes, président de FIPECO, une association d'information sur les finances publiques. Merci à tous les deux.